Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Blandine Brocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée majorité présidentielle de la 5e circonscription de Lyon, c'est-à-dire Caluire, Saint-Germain, Aumont-d'Or. Vous avez été élue lors du précédent mandat. Tout à fait. Alors l'actualité du jour, c'est le choix de la nouvelle Première ministre. On apprend que Catherine Vautrin avait été sérieusement pressentie et qu'elle a été un peu débranchée en dernière minute. Et parmi les arguments qui lui étaient reprochés, c'était notamment son opposition au mariage pour tous. On se souvient que de votre côté, vous étiez opposé à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Oui. Est-ce que vous regrettez que Catherine Vautrin n'ait pas été choisie? Elle aurait été peut-être plus proche de vos convictions. Alors je pense qu'un Premier ministre ne se choisit pas que sur ce genre de considération. Et moi je n'ai pas voulu du tout rentrer dans les différents pronostics qu'il y avait en ce qui concerne ces premiers ministres. Moi je me réjouis très sincèrement que ce soit Madame Borne qui soit notre nouvelle Première ministre. Je fais complètement confiance et au Président de la République pour choisir notre meilleur Premier ministre. Les deux précédents qu'on a eus, Monsieur Édouard Philippe et Monsieur Jean Castex, ont fait avec des méthodes complètement différentes, mais vraiment progresser effectivement la France dans des situations très difficiles. Et je ne doute pas vraiment que Madame Borne aura non seulement toute la confiance du président, mais aussi celle des futurs députés de la majorité, parce qu'il y a beaucoup de tâches qui nous attendent. Alors, je reviens quand même sur la PMA, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu. Oui, mention, vous avez eu des propos assez forts à l'époque. Vous estimiez que cette loi allait casser l'ordre naturel. Vous estimiez que ce n'était pas opportun d'offrir un environnement familial qui ne prend pas en compte la figure paternelle. Oui. Elisabeth Borne, au contraire, elle s'était réjouie de l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Mais très bien, mais tout à fait. Alors après, je vais un peu resituer dans le contexte. Effectivement, vous avez évoqué un certain nombre de mes propos. Mes propos, je me souviens d'une intervention où je commençais par dire, et j'y tiens, c'est que jamais je n'ai dit, bien au contraire, que deux femmes n'étaient pas en capacité d'élever un enfant vraiment très très bien, et que encore moins, c'était pas parce que c'était deux femmes qu'elles n'aimaient pas un enfant. Donc ça, je le dis, je le redis, parce que certains ont volontairement dénaturé mes propos, donc ce n'était absolument pas ça mon propos. Et surtout... Mais la PMA casse l'ordre naturel. Ça, mais surtout, en fait, le fond de mon propos, et j'avais aussi commencé une intervention comme ça, par une phrase d'Ernest Renan qui dit « Le doute est un hommage que l'on rend à la vérité ». Et je voulais instiller ce doute, parce qu'effectivement, d'un certain côté, il y avait plein de personnes qui l'attendaient, et j'allais dire « c'est complètement légitime », mais je trouvais ça normal, parce que c'est aussi ce que j'entendais dans la rue de la part d'un certain nombre de Français, dire « Attendez, c'est peut-être pas aussi simple que ça ». On va un petit peu réfléchir à ce sujet. Donc voilà tout simplement ce que j'ai essayé de porter. Et encore une fois, en tant que député, on porte la voix de tous les Français. Elisabeth Borne, elle se définit comme une femme de gauche et progressiste sur ces thématiques. Elle était notamment favorable récemment à l'extension du droit à l'avortement, qui passait de 12 à 14 semaines, droit contre lequel vous vous êtes opposé. Tout à fait, tout comme le président de la République d'ailleurs. Et à ce sujet-là. Il y avait aussi l'extension, enfin le renforcement du droit à l'avortement, c'était passage de 12 à 14 semaines et passage de 5 à 7 semaines pour l'avortement thérapeutique. Vous ne craignez pas que ce choix d'Elisabeth Borne vous amène sur des thématiques sur lesquelles vous n'avez pas envie d'aller ? Mais je ne crains pas parce que, d'une part, sur tous ces sujets qu'on appelle des sujets de société, la parole du parlementaire est plus que jamais libre. Encore une fois, parce que on représente la parole de tous les Français. On entend beaucoup les Français qui veulent tout ce qui est qualifié de progrès et d'avancée, mais il y a aussi d'autres Français qui se disent « Mais attendez, où on va, comment on y va ?» Donc prendre peut-être un peu plus le temps. Deuxième chose, sur ces sujets-là, alors on a eu effectivement une grosse loi de bioéthique, on a été plus de 2-3 ans dessus avec les allers-retours au Sénat, parce que ça demande beaucoup de travail, évidemment ce sont des lois qu'on ne vote pas à la légère. Donc il y aura sûrement quelques sujets de bioéthique dans ce prochain mandat. Et le président a dit là aussi qu'il y aurait une nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on consulte les Français. Et je pense que c'est vraiment aux Français de décider. Alors il faut bien poser les questions, il faut bien amener, justement, bien présenter. Tout de suite, mais peut-être juste sur l'avortement, c'est pas important de renforcer le droit à l'avortement aujourd'hui, alors quand on voit qu'il peut être remis en cause, notamment aux États-Unis ou alors tout à Europe. fait. Alors ça c'est dramatique. Ça c'est dramatique. Je suis fondamentalement attaché au droit à l'avortement, évidemment. Sauf que pour moi, on prenait les choses de la mauvaise manière. On constate aujourd'hui, en effet, qu'il y a un certain nombre de femmes qui, pour X raisons, veulent avorter et ne peuvent pas.
Ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. 2000 femmes qui allaient encore ailleurs en Europe. Mais tout à fait. Et c'est très dangereux. Et elles font ça voilà, sans sécurité pour leur santé. Enfin, voilà. Donc ça, non, c'est inadmissible. En revanche, pour moi, ce n'est pas une bonne solution d'étendre justement ce droit à l'avortement. Faisons en sorte que partout, elles puissent avoir accès à des médecins qui pratiquent l'avortement. Moi, j'ai très très peur que dans quelques années, on constate que l'augmentation de ces délais ne permet toujours pas aux femmes qui veulent avorter de pouvoir le faire et qu'on augmente encore. Donc juste, moi, ce que je disais, attendez, oui, protégeons, préservons et faisons en sorte que ce droit à l'avortement soit effectif, encore une fois, en multipliant la possibilité pour ces femmes d'avoir accès dans le délai initial à l'avortement, mais pas de cette manière-là. En revenant sur les lois bioéthiques, Oui. ce qu'on annonce sur le prochain mandat, c'est peut-être une loi sur la fin de vie, sur Oui. le droit de mourir dans la Tout à dignité. Est-ce que vous l'attendez, cette loi? Est-ce que vous la soutiendrez? Alors là aussi, les débats, ça peut pas être noir ou blanc. Ce sont des débats qui sont très très compliqués. Alors déjà, quels que soient les sujets, moi je ne supporte pas dès que on est obligé de prendre parti. Soit t'es pour, soit t'es contre. Tout est noir, tout est blanc. Il y a de la nuance. Après, il faut bien voter une loi pour ou contre. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez plutôt voté contre ces lois. Je suis d'accord. Mais voilà, ce sont des sujets d'une extrême sensibilité qui touchent chacun dans son intimité. Donc il faut aussi faire très attention de la manière dont on amène ces textes et les propos qu'on tient. En ce qui concerne ce sujet de la fin de vie, moi je me souviens très bien d'Agnès Buzyn quand elle était ministre de la Santé qui disait attendez, on a une loi. De la même manière, j'allais dire que en ce qui concerne l'avortement, qu'il y a la loi Claes-Leonetti qui a été justement faite vraiment au millimètre, au cordeau. Appliquons vraiment jusqu'au bout cette loi, parce que cette loi, si elle est appliquée, elle permet d'éviter justement toutes les dérives qu'on veut éviter aujourd'hui avec une nouvelle loi. Donc moi, je suis vraiment là-dessus. Elle est assez critiquée puisqu'elle ne permet pas d'occasionner la mort directement. Elle permet simplement l'arrêt des soins. Tout à fait. Et donc la fin de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va laisser les gens en fait mourir de faim mais après, plutôt que de leur donner un médicament qui les tuerait. C'est exact, mais vous avez employé un terme quand même qui est assez fort, de donner un médicament qui tue. Moi, et beaucoup de médecins quand même, justement, se disent qu'ils n'ont évidemment... Donc pour vous, vous ne voulez pas faire évoluer la loi telle qu'elle est aujourd'hui? Non, en revanche, je fais vraiment le parallèle avec l'avortement qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, on a un texte de loi, mettons-le vraiment en œuvre. Tout ce qui est soins palliatifs, justement, si on concerne la fin de vie. Parce que, évidemment que je ne souhaite pas que les personnes souffrent en fin de vie. Et rallonger la vie pour rallonger la vie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, bien sûr. Et quand on voit un proche qui souffre, qui est au bout, et on sait que l'issue est fatale et dans des douleurs impossibles, mais c'est inacceptable. Évidemment. En revanche, on sait qu'on a un déficit dans les soins palliatifs. Eh bien, renforçons, faisons en sorte qu'on ait véritablement, pareil, partout sur notre territoire, des soins palliatifs très efficaces pour que la personne en fin de vie soit accompagnée et que ses souffrances soient diminuées au maximum et que les proches puissent aussi être accompagnés. Ça, on ne l'a pas aujourd'hui et c'est pourtant ce que prévoit la loi Claes-Leonetti. Autre sujet sur lequel on vous a attendu dans le mandat, c'était en début de mandat, en 2017, sur l'extension de l'obligation vaccinale aux enfants à 11 nouveaux vaccins. Ça vous avez valu d'être taclé par Richard Ferrand en réunion de groupe, qui avait dénoncé la position personnelle et politiquement marginale défendue agressivement et sans fondement par la députée Blandine Brocard. Suite à ça, vous aviez quitté LREM pour rejoindre être appareté Modem, un peu après. Non, bien après. On vous a beaucoup moins entendu après cet épisode. Est-ce qu'il vous a traumatisé quelque part? Non, pas du tout. Alors, c'était pas du tout agressif à la manière dont je le faisais. Et deux, c'était loin d'être sans fondement, parce que quand même, je travaille mes sujets, surtout ceux-là. Alors, vous avez bien posé en revanche le problème, et je vous remercie, parce qu'on a essayé de me mettre dans la catégorie anti-vax. Ça n'avait rien à voir, je l'ai dit, je l'ai redit à ce moment-là, et je le redis aujourd'hui. Évidemment, on a une chance immense aujourd'hui en France d'avoir accès à ces vaccins pour protéger nos enfants et les populations. Ça, c'est posé, je le dis, je le redis. Et c'est vrai, mais là aussi, comme tout à l'heure, je vous parlais
du doute. Pour moi, c'est très important de douter. On ne peut pas foncer comme ça, tête baissée, en disant « c'est comme ça, on y va ». Non, attendez, on va peut-être regarder, faire un pas de côté, prendre le temps et dire « bah oui, bon, là d'accord, mais attendez, là vous êtes sûr et pourquoi vous voulez faire ça ?» Moi, tout à coup, passer de 3 à 11 vaccins, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a des épidémies à nos portes? Est-ce que, voilà, c'était juste ça. Et c'était, encore une fois, la chance de pouvoir être vacciné. Laissons aussi le choix aux parents, en responsabilité avec les médecins de famille, parce que les Français font vraiment confiance aux médecins de famille, et les médecins savent très bien dire, attendez, là, voilà, vous auriez plutôt intérêt à faire vacciner votre enfant, là, c'est peut-être moins nécessaire. Voilà, c'est chaque... donc, encore une fois, doutons. Moi, vraiment, je suis très, très attaché au doute pour avoir une réflexion posée, mesurée, et pas trancher tout de suite noir ou blanche. On disait, vous avez été peut-être parmi les parlementaires qui ont fait le moins parler d'eux dans l'agglomération. C'est comme ça, un peu des débuts de mandat qui ont été jugés difficiles. Le point, vous avez même qualifié dans un titre de député fantôme. Sur quoi, finalement, vous vous êtes engagé pendant ce mandat et qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'y retourner puisque vous êtes candidate à votre succession tout à fait. En juin prochain? Je reparle très volontiers du député fantôme parce qu'on sait bien que en politique comme ailleurs, mais peut-être en politique encore davantage, tous les coups sont permis et les meilleurs amis ne sont pas forcément les vôtres. Voilà, donc on a essayé de me mettre des savonnettes très clairement, alors que jamais Enfin voilà, j'ai toujours été présente, très présente. J'ai toujours fait alors un format que j'affectionne particulièrement, que j'ai appelé des cafés-débats. J'ai jamais fait de réunion publique. Ça de fait, parce que des grands-messes à porter la bonne parole, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai fait le format café-débat, et d'ailleurs j'en fais 6 pendant ma campagne, où ce sont les personnes qui sont présentes qui mettent les sujets sur la table, et c'est passionnant parce que ce sont des sujets qui les concernent, des sujets du quotidien, ou des sujets plus généraux, et on avance, on échange, on discute. Les personnes présentes voient bien que même entre eux, ils ne sont pas forcément d'accord. Et on revient là, sur la nuance, sur... voilà. Et donc, si vous êtes réélu, sur quoi vous vous engagerez? Alors, les sujets, effectivement, de prédilection, j'allais dire, moi, j'ai découvert pendant ces 5 ans, en rencontrant beaucoup de personnes, parce que la députée fantôme a quand même une permanence, et toutes les personnes qui veulent venir la voir, même ceux qui sont là pour râler, eh bien, ils peuvent s'asseoir autour de la table. Une maman, 2 mamans, 3 mamans qui ont des enfants en situation de handicap, et puis 10, 20, et puis les associations, enfin voilà. Donc j'ai découvert avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'émotion, je dois le dire, tout ce qui a trait au handicap, que ce soit la scolarisation des enfants en situation de handicap. Je me souviens en particulier une fois, alors c'était un papa qui était autour de la table et qui me parle de sa fille, 12 ans, autiste, qui a réussi bon an mal an à faire sa scolarité jusqu'au CM2 et qui me dit en 6e, et pas de place, je fais comment? Il a monté une école, enfin un collège, pour les enfants en situation de handicap. Voilà, et donc vous, quelle loi vous défendrez? Et alors, attendez, je vais jusqu'au bout, parce que justement, le député, c'est pas que la loi. Et vous allez voir à travers cet exemple, comme ça va me permettre d'aller jusqu'au bout. Il fallait mettre rapidement sous contrat ce collège, parce qu'évidemment, sinon, les frais de scolarité sont absolument prohibitifs. Et donc là, le député, c'est aussi ça, c'est faire le lien entre le territoire et le national. Et donc, j'ai vu avec le cabinet de M. Blanquer comment on fait, comment on accélère et tout pour porter ce sujet, ce projet qui était absolument magnifique. Cette école est ouverte depuis 2 ans à Caluire-et-Cuire. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça qui est très important. Donc, faire le lien entre le territoire et le national. Et au niveau national, oui, tous les sujets de handicap, on a fait beaucoup déjà pendant 5 ans. Il y a encore beaucoup à faire. Sujet du handicap, au sujet du harcèlement. J'ai porté le harcèlement scolaire et vraiment, c'était le porter, tout ce qui est l'enfance et la jeunesse. Je laisse conclure. Pardon, oui, tout ce qui est enfance-jeunesse, ce sont nos citoyens de demain. On a besoin d'eux pour la France de demain. Donc, il faut vraiment les protéger et leur permettre de grandir en sérénité et pour être de futurs très bons citoyens. Blandine Brocard, je vous remercie. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.